réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Tout le monde en parle dimanche avant d'aller à une pause publicitaire. L'animateur Guy Lepage a dit grosso modo aux gens, c'est rare que je fais ça, mais écoutez la pub qui vient et vous allez sûrement être profondément touchés. Alors j'ai écouté la pub et comme des milliers de personnes à travers le Québec, et oui, effectivement, j'ai essuyé quelques larmes. Alors que disait cette pub? À travers une animation, on raconte l'histoire d'une jeune fille qui a une tumeur de la taille d'une orange dans le cerveau et qui doit subir une importante opération. Elle en discute avec sa grand-mère qui est profondément bouleversée et elle promet à sa grand-mère, là, c'est une petite fille, c'est une enfant, elle lui promet de lui remettre l'orange, comme elle appelle la tumeur, quand elle aurait été retirée de son cerveau. C'est une pub, bien sûr, pour la Fondation Sainte-Justine. On en écoute ensemble un extrait. Grand-maman? Puis ma chouette, comment ça a été ton rendez-vous? Ils ont dit que ma tumeur est comme une orange dans ma tête. Grand-maman? Oui, ma chouette? Le médecin dit que si je veux, on va l'enlever, l'orange. Oui. Puis comme je sais que t'aimes beaucoup les oranges, tu la veux-tu? Oh oui, s'il te plaît. Je peux-tu parler à ta maman? Elle dit qu'elle va te rappeler parce que là, elle pleure trop. Et à la fin de la pub, on voit la vraie Juliette, qui est aujourd'hui âgée de 11 ans, qui tient l'orange dans sa main. C'est vraiment là, un moment de très forte émotion. Et la petite Juliette va beaucoup mieux aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je l'accueille à l'émission. Juliette, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bon, ça a été des moments tellement difficiles que tu as passés. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens soulagée? Oui, beaucoup. Puis, tu as vu la pub qui a été diffusée. Comment tu l'as trouvée? Je l'ai trouvée très bonne, puis je trouve que ça valait vraiment la peine qu'on fasse tout ça l'année passée. Oui, écoute, c'était vraiment extraordinaire, puis une des raisons pour lesquelles tout ça a si bien fonctionné, c'est grâce au neurochirurgien du Centre hospitalier de Sainte-Justine qui a procédé à l'opération. C'est le docteur Alexander Weil. Il est aussi avec nous. Docteur Weil, bonjour. Bonjour. Docteur Weil, racontez-nous le cas de Juliette et comment vous avez réussi à réussir ce petit miracle de la médecine. Merci pour l'opportunité de partager. C'est une chirurgie au laser. Donc, Juliette, elle avait une tumeur au centre de son cerveau dans une région qui s'appelle l'hypothalamus. Puis l'hypothalamus, c'est comme le thermostat du corps. Ça contrôle tout. La température, les hormones, les émotions. Puis il y a plein de fonctions tout autour qui sont des fonctions essentielles pour l'être humain, mais surtout pour un enfant en voie de développement. Donc, toutes les fonctions de langage, d'apprentissage, de mémoire, puis aussi tout ce qui est le comportement, puis ce qu'on appelle la cognition sociale, donc tout ce qui est important pour faire des amis. Puis la tumeur de Juliette était au plein centre de ce thermostat. Et grâce à le laser neurochirurgical, qui est une technologie révolutionnaire, innovateur dans notre domaine en neurochirurgie, qu'on a acquis quelques années avant qu'on a pu opérer Juliette grâce à la Fondation Sainte-Justine puis les donateurs au Québec, on a été capable de traiter sa tumeur avec un geste beaucoup moins invasif et beaucoup plus efficace et beaucoup plus sécuritaire que l'ancienne façon de le faire. Et donc, pour moi, sur le plan professionnel et personnel, c'est une réussite majeure. Mais Juliette, qui est maintenant une porte-parole de la Fondation, elle est une réussite majeure aussi, pas juste pour notre service, pas juste pour l'hôpital, mais pour tout le Québec, pour tous les donateurs qui nous ont permis d'acquérir cette technologie, cette laser neurochirurgical. Dr. Weil, est-ce que c'est la première fois que vous obtenez un succès comme celui-là? C'est pas la première fois. Donc, il y a eu d'autres patients opérés avec cette laser
à Sainte-Justine avant Juliette. C'était pas la première. Mais cette chirurgie et cet outil spécifique au Québec puis à Sainte-Justine, on a été les premiers au Canada à pratiquer avec cet outil. Mais bien sûr, des réussites comme Juliette, il y en a tous les semaines. Et en grande partie grâce, bien sûr, la formation de toutes les équipes multidisciplinaires, les outils qu'on a. Mais si on est ici aujourd'hui, c'est beaucoup aussi de parler de l'importance de la philanthropie, puis cette grande campagne. Puis vraiment, je me considère très chanceux d'être ici avec vous parce que Juliette, c'est un exemple comment on peut avoir des réussites majeures comme ça au Québec grâce à la philanthropie. Dr. Ville, quand vous avez amorcé, quand vous avez commencé à traiter Juliette, puis que vous avez pris état, vous avez fait le diagnostic, puis vous avez vu son état, est-ce que vous étiez confiant de réussir le coup? Oui, j'étais confiant. Vous savez, elle était très malade. Elle a fait, je pense, 12 000 crises épileptiques dans ses premières 6 ans de vie. 12 000? Elle en faisait 12 000, pas 10, pas 20, 12 000. Elle en faisait plusieurs par jour. Quand on fait autant de crises épileptiques dans cette région-là, ça perturbe toutes les fonctions du cerveau. Donc, c'était une petite fille, puis la mère me l'a rappelé, parce qu'on a eu un échange par courriel il y a une couple d'années. Elle m'a rappelé qu'avant l'opération, c'était une fille, elle avait de la colère, elle avait discuté à faire des amis, elle avait des gros troubles d'apprentissage, puis leur famille, je me rappelle des mots, leur famille tenait qu'à un fil. Parce que quand un enfant est malade, c'est pas juste l'enfant qui est malade, c'est toute la famille qui est malade. Et cette intervention avec le laser nous a permis d'effectuer le geste chirurgical, premièrement avec efficacité. Donc, ça a permis par rapport aux anciennes façons de faire, de offrir à la famille beaucoup plus de chances de réussite, mais aussi de préserver toutes les fonctions autour dont je vous ai parlé plus tôt. Et c'est grâce à ça, grâce à vraiment oui, nos équipes, mais grâce à cet outil révolutionnaire qu'on a pu offrir à Juliette cette chance à vraiment une nouvelle vie. Puis c'est grâce à ça qu'on peut l'avoir ici sur les ondes et de façon autant impressionnante. C'est vraiment extraordinaire. Juliette, je me retourne vers toi. Tu es à l'école maintenant? Tu es rendue à quelle année? Je suis rendue en 5e année. Puis, t'aimes ça? Oui, j'ai 2 profs qui sont très, très, très gentilles. Bon. Puis qu'est-ce que tu espères faire dans la vie? J'espère être un jour peut-être une professeure de danse. T'aimes la danse? Oui, beaucoup. Est-ce que tu peux en faire, oui? Oui. Bon, c'est bien. Donc, c'est ton sport, c'est la danse. C'est ton sport, puis ton art, puis ta passion. Ouais. OK. Puis là, tu es un peu porte-parole du Centre hospitalier Sainte-Justine, de la Fondation. Ça, c'est un rôle que tu prends bien au sérieux, je pense. Oui, vraiment, beaucoup, beaucoup. C'est très important, là. Comment tu l'as trouvé, la pub, Juliette? Je l'ai trouvé formidable, puis je trouve que j'ai pas fait ça pour rien, là. Puis je trouvais que c'était une très belle expérience pour moi de faire. Quelle histoire. Dr. Ville, bravo. Merci. Bravo à toutes les équipes du Centre hospitalier Sainte-Justine. Juliette, je te souhaite une bonne continuation. Je pense que moi-même, je suis touché. Je pense que tout le monde au Québec l'a été. C'est rare qu'une pub peut nous toucher autant. Bravo, Juliette. Bravo à ta famille. Bravo, docteur. Bravo au Centre hospitalier Sainte-Justine. Et les gens qui peuvent, éventuellement, qui veulent donner à la Fondation, c'est assez facile. Vous allez sur www.fondationsaintejustine.org. Dr. Ville, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Grand plaisir. Merci et Juliette, bonne chance pour la suite. C'était Juliette et le docteur Alexander. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez
Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Il y a eu un incendie assez important dans le port de Montréal hier soir. Bien sûr, tout le monde a été mis au courant de la nouvelle. C'est un conteneur qui était rempli de 15 000 kilogrammes de piles au lithium qui s'est embrasé. Alors, le feu a déclenché une évacuation d'une 50aine de citoyens du secteur. On a demandé aux résidents des quartiers environnants de fermer leurs fenêtres. Le tout a finalement été maîtrisé là, après quelques heures où la situation a été un peu inquiétante. Mais cela relance le débat sur les batteries au lithium vers l'électrification des transports, nos trottinettes, les vélos électriques, nos véhicules. Est-ce qu'il faut avoir peur du lithium? Est-ce qu'un incident comme celui-là est simplement une anecdote au fond? J'en parle avec le chimiste Normand Voyer. Monsieur Voyer, bonjour. Oui, bonjour, M. Quentin. Monsieur Voyer, est-ce qu'il faut avoir peur des piles au lithium? Je pense pas. Honnêtement, là, il y a quand même le nombre de piles a explosé. Le nombre, pas les piles, mais dans le fond, la technologie est quand même assez bien contrôlée. Là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur puis partir là, en peur avec tout ça, là, parce que, vous savez, il y en a maintenant partout des piles de lithium. Puis pourquoi il y en a? C'est que le lithium, c'est le plus léger des métaux connus. Si vous vous souvenez de vos cours de chimie, là, c'est le numéro atomique 3 du tableau périodique des éléments. Là. Je vous ramène dans vos souvenirs. Là. Je suis pas sûr que c'est des bons souvenirs dans mon cas, mais vous avez le droit. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le métal qui a le plus haut potentiel électrochimique. C'est-à-dire que c'est lui qui peut avoir la plus grande quantité d'énergie pour son poids. Avec les recherches qui ont été faites, on a été capable de un peu dompter la bête et faire des piles au lithium qui sont extrêmement compactes, légères, très puissantes et puis qui conservent leur charge longtemps. C'est pour ça que les propriétés du lithium, on ne pourra pas changer ça du jour au lendemain. Là. C'est pour ça qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais pourquoi un événement comme celui d'hier soir se produit? Qu'est-ce qui fait qu'un conteneur plein de piles au lithium peut s'embraser comme ça? Voilà, c'est que les piles au lithium-ion, là, comme on les en parle, ils stockent beaucoup d'énergie. Fait que s'il arrive un petit problème, il y a tellement d'énergie dans un espace restreint que ça va, lorsque c'est libéré de façon incontrôlée, ça va générer beaucoup de chaleur et ça peut faire qu'il y ait des explosions. Pourquoi ça arrive? Généralement, ça va arriver pour diverses raisons. Là, des dommages physiques, ça c'est le plus connu. C'est-à-dire que la pile est écrasée et là, il va y avoir un court-circuit qui va se passer. La pile va se décharger très rapidement. Ça va générer beaucoup d'énergie. Ça va faire un feu. Et là, ça va chauffer tellement que les autres piles aux alentours vont, elles aussi, surchauffer, vont exploser. Et là, après ça, on a un problème général. Parce que vous savez, une des raisons pourquoi on aime ça, les piles de lithium, c'est qu'elles sont petites, sont carrées, mais tu peux en mettre vraiment beaucoup dans un conteneur. Et plus tu en as, 15 000 kilos ou 15 000 livres, là, je me souviens pas des deux, là, ça fait tout simplement que quand il y en a une qui a un défaut, ça peut être tout simplement un défaut de fabrication, elle va se décharger, elle chauffe et là, elle va exploser et elle va entraîner une réaction en chaîne. Les autres vont chauffer, vont s'exploser. Bon, donc hier, là, ça pourrait être simplement une pile qui était endommagée qui aurait causé ce problème-là. Exactement, parce que lorsque ça se décharge rapidement, comme je l'ai mentionné, ça va entraîner beaucoup de chaleur et ça va aussi avoir un impact sur toutes les autres piles qui sont emmagasinées là, dans le même conteneur. Alors, c'est les réactions en chaîne qui se passent. Et vous savez, contrairement aux bonnes vieilles batteries là, qu'on utilisait, de l'acide, là, les batteries au lithium, là, ce sont des batteries qui sont toutes combustibles. Le liquide à l'intérieur, c'est pas de l'eau. Le liquide, là, ce qu'on appelle l'électrolyte, c'est un liquide organique qui est inflammable. Alors donc, on a toutes les recettes ici pour avoir vraiment des gros feux et ça peut vraiment être dangereux et générer, évidemment, comme il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de composés organiques, ça va générer des vapeurs, des fumées qui sont très toxiques. D'où la réaction des pompiers de dire fermez vos vitres, fermez vos systèmes de ventilation pour pas être incommodés par les matières toxiques qu'on va retrouver dans la fumée. Il y a 2 ou 3 ans, vous vous souvenez, là, il y a eu des voitures électriques qui ont explosé un peu partout en Amérique du Nord. Il n'y a pas eu un nombre effarant de cas, mais juste assez pour inquiéter. Est-ce qu'on a réglé ce problème-là?
Oui, je pense que les technologies sont au point aujourd'hui. Là, vous savez, il y en a vraiment beaucoup des batteries au lithium, mais ce qui peut se passer, c'est souvent une mauvaise utilisation. Là. Les gens, on pense que c'est sécuritaire. Ah, ben là, mon chargeur fonctionne plus, je vais en acheter un usagé, puis ça, faut pas faire ça, parce que les batteries au lithium, là, ça charge vraiment vite, ça peut chauffer vraiment beaucoup, et comme je le mentionnais, tout est presque combustible. Donc, il faut faire très attention. Si votre pile ne fonctionne pas bien, si votre chargeur est endommagé, il faut toujours remplacer par des pièces d'origine pour s'assurer que le chargeur est compatible avec votre batterie et que là, vous ne ferez pas d'erreur parce que c'est une des raisons souvent on va utiliser une pile qui est déjà endommagée. Lorsque vous voyez votre pile est gonflée, là, lorsque vous voyez votre pile a changé de couleur ou que ça sent un petit odeur quand vous la chargez, ça veut dire que c'est le temps de l'envoyer à l'éco-centre, d'en disposer de façon sécuritaire. C'est ça, parce qu'on met pas ça dans le sac vert là, pour les vidanges. Là. Non, ben ça, c'est un autre. Il y a souvent des problèmes avec ça, parce que si vous les mettez puis qui sont compressés, par exemple, dans le camion, ça peut créer justement une explosion, un feu dans un camion de rébus. Ça, c'est à proscrire. Vous ne jetez pas ça dans votre poubelle régulière. Il y a des éco-centres, c'est là qu'il faut les envoyer disposer de façon sécuritaire. Dites-moi, M. Voyer, est-ce qu'on va arriver à une époque où il n'y aura plus les batteries traditionnelles là, dont on parlait il y a un moment, là, les batteries A, les 2A, les 3A, les D, tout ça, là, les batteries, comment vous les appelez, les alcalines, je pense? Oui, les alcalines. Ça, la technologie est tellement au point, il dure tellement longtemps, c'est pas là que ça va jouer. C'est plus pour les batteries, les grosses batteries lourdes là, qui sont utilisées, par exemple, dans les automobiles, parce que ces batteries-là, ils sont très lourdes, donc ça fait qu'on a besoin beaucoup d'énergie pour déplacer nos voitures à cause de ça. Dans toutes les applications là où dans les avions, etc., on va avoir tendance à diminuer le poids. Et ça, on va voir beaucoup de piles au lithium et peut-être de technologies qui s'en viennent. Parce que les piles au lithium, là, c'est pas la fin. Là. C'est en ce moment, là, c'est ce qui est à la mode, mais les recherches continuent. Et il y a beaucoup de recherches qui se fait pour trouver des alternatives aux piles au lithium qui vont utiliser des métaux différents, le sodium par exemple, là, celui-là qui est plus disponible sur la planète. Bon, alors on va continuer de suivre ça, puis on s'inquiète pas trop avec ce qui est arrivé hier, là, bien plate pour les gens qui ont été pris là-dedans, mais ça veut pas dire qu'il faut s'inquiéter des piles au lithium, si je vous comprends bien. Exactement, mais il faut les utiliser de la manière qui est prescrite par les fabricants et puis d'en acheter qui sont sécuritaires, qui sont approuvés là, par des laboratoires certifiés. Comme ça, il n'y aura pas de danger. Merci beaucoup, M. Voyer. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne fin de journée, Normand Voyer et chimiste. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans le dossier Nordvolt. Hier, on a appris que l'entreprise allait supprimer 1600 postes. Ça, c'est près du quart de son effectif mondial en Suède. Aujourd'hui, on apprend que la compagnie a engagé un important acteur américain de restructuration d'entreprise afin de trouver des solutions là, aux problèmes de liquidité de Nordvolt et de financement. Et que la ministre suédoise de l'Énergie a mis en place une cellule de crise. Et à Québec, à l'Assemblée nationale, bien sûr, le problème de Nordvolt est sur toutes les lèvres. J'en parle avec Marois Risky. Madame Risky est porte-parole libérale en matière d'énergie. Marois Risky, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Marois Risky, je le disais en début d'émission, la question que tout le monde se pose aujourd'hui au Québec, c'est est-ce que le gouvernement Legault est allé trop vite en affaires avec Nordvolt? Absolument. Écoutez, lorsqu'on fait une annonce en grande pompe, de dire qu'on s'engage pour 7 milliards de dollars et que c'est le projet du siècle, et je vais le citer, la Baie James du 21e siècle, et qu'on se rend compte que finalement, il n'y a eu qu'une seule analyse financière qui a été faite et elle n'est toujours pas publique, et qu'on engage autant de données publiques, mais aussi des blocs d'énergie. Et aujourd'hui, M. Quentin, nos blocs d'énergie, là, ça vaut son pesant d'or sur le marché. Et le gouvernement tente de nous rassurer en nous disant que c'est un petit vent de face. Monsieur Quentin, un petit vent de face, laissez-moi faire la Macédoine du petit vent de face. L'usine principale ne roule pas à plein régime en Suède. La deuxième usine en Suède, ils ont décidé de la débrancher.
Ils ont débranché le projet d'expansion au Portugal et en Pologne. Ils ont perdu 3 milliards de contrats avec BMW. Volkswagen et Goldman Sachs, qui sont deux actionnaires qui, ensemble, détiennent 40 % d'entreprises, ne veulent pas mettre un sou. Le gouvernement suédois ne veut pas mettre une scène dans une entreprise suédoise. 1100 emplois supprimés, donc 20 % des effectifs, et aujourd'hui, une cellule de crise. Aujourd'hui, le premier ministre, quand il nous parle de sa Bay James, je suis désolée, là, mais plutôt, on parle de son Waterloo. Mais qu'est-ce qui est triste dans tout ça? C'est que c'est notre argent. Et on apprend par Nicolas Lachance du Journal de Québec aujourd'hui que c'est finalement près d'1 milliard de dollars qui est investi. Ils sont vraiment allés au casino avec notre argent. C'est plus la saga Nordvolt, ça s'appelle le casino Nordvolt. C'est une accusation qui est quand même assez grave, Marois Risky. Là. Vous dites que c'est le casino quand même. Il y a beaucoup de gens à l'époque, puis encore aujourd'hui, qui trouvent que la filière batterie, ça fait partie du développement sur la scène internationale. On s'en va certainement vers l'électrification des transports. Et que prendre ce pari-là, le mot pari est peut-être mal choisi, mais choisir ce champ-là pour investir, c'était quand même à l'avantage des Québécois. Là, je vous écoute, puis il me semble que la seule solution, ça serait de tirer la plug, là, parce que c'est comme si les carottes étaient cuites. Bien, dans un premier temps, c'est pas moi qui va tirer à la plug parce que je ne suis pas ni dans le conseil d'administration, puis encore moins le syndic bancaire qui est en train en ce moment de refaire la restructuration. Mais l'accusation, pourquoi qu'elle est grave? Vous avez raison que c'est une accusation grave, mais elle est basée factuellement. Ce n'est pas rien d'avoir un gouvernement suédois qui décide d'établir une cellule de crise parce que l'heure est grave. Quand vous me dites que la filière batterie, c'est un bon enjeu, on est d'accord sur la filière batterie. Parce que où est-ce que nous, on met des bémols, c'est sur Nordvolt. Je ne vous parle pas de Ford, je ne vous parle pas de GM à Bécancour. Je vous parle de Nordvolt où est-ce qu'on a bulldozé toutes les consultations possibles et impossibles à avoir sur ce sujet, qu'on n'a pas besoin de faire de BAP, on avance. Avec quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pris leur décision? Je suis obligée là, de dire que c'est vraiment avec leur pif. Ils ont décidé qui étaient les gagnants et les perdants. Ils ont décidé de miser sur une jeune pousse suédoise, alors qu'au moment d'investir, l'an passé, elle était déjà dans le rouge. Quand la ministre me dit en chambre, on va parler avec les dirigeants du Québec, respectueusement, ce ne sont pas les dirigeants du Québec qui décident. Ça se passe en Suède et elle devrait plutôt parler avec Goldman Sachs et avec Volkswagen pour savoir pourquoi que eux, deux actionnaires importants, ne veulent pas mettre un sou. Moi, c'est avec eux que je voudrais parler, savoir pourquoi que vous, comme actionnaires principaux, vous décidez de ne même pas mettre une scène de plus. Est-ce que vous y croyez encore au projet Nordvolt, Mme Risky? Moi, j'ai le goût d'y croire, mais je ne suis pas divorcée de la réalité, M. Quentin. En ce moment, quand je vois que l'entreprise n'a jamais démenti les propos de Pierre Fitzgibbon, à savoir que 12 à 18 mois de retard, peut-être même 24 mois, elle n'a rien dit. En droit, là, on appelle ça qui ne dit mot consent. Donc, moi, je tiens pour avérer les propos de Pierre Fitzgibbon que l'entreprise ne verra pas le jour avant minimum 2028. Et c'est pour cela que nous, au Parti libéral du Québec, on a dit, en attendant, pourquoi qu'on va geler 354 mégawatts alors qu'on pourrait les libérer pour les entreprises d'ici? Et d'ailleurs, tantôt, vous me parlez de la filière batterie, ça tombe bien. L'entreprise First Phosphate est sur au Saguenay. Elle est dans la filière batterie, mais elle attend 10 mégawatts pour pouvoir faire son projet. Elle n'a pas besoin de 354, elle a besoin de 10 mégawatts. Alors moi, je me dis, de toute façon, le gouvernement a annoncé 1500 nouveaux mégawatts à partir de 2027, considérant que l'entreprise Nordvolt, son usine, c'est pas avant minimum 2028. En attendant, on va prendre les blocs d'énergie, on va les donner aux entreprises qui existent déjà au Québec et qui, elles, veulent se décarboner. Un peu ce que M. Séguin a dit d'ailleurs à ce sujet. Et quand Nordvolt aura fait le ménage dans cette situation financière et qu'elle sera prête à recevoir les blocs d'énergie, on sera au rendez-vous parce qu'il y aura 1500 nouveaux mégawatts dès 2027. Vous y croyez à ces 1500 nouveaux mégawatts dans 2 ans? 3 ans? Moi, j'ai posé 3 fois la question en chambre et finalement, la ministre, elle a admis dans son compte X qu'il y aura effectivement 1500 nouveaux mégawatts à partir de 2027. Mais c'est aussi une obligation pour eux parce que je vous rappelle, M. Quentin, que les dizaines et dizaines d'entreprises québécoises est déjà établies ici au Québec à qui on a refusé les blocs d'énergie. On leur a dit, soumissionnez à nouveau, il y aura des nouveaux blocs d'énergie. Alors, ils ont intérêt à les avoir parce que sinon, on fait travailler plein d'entrepreneurs québécois et plein d'entreprises comptent sur ces méga-blocs d'énergie afin de faire soit une expansion ou se décarboner. Madame Risky, qu'est-ce que devrait faire le gouvernement Legault pour gérer la crise sur le plan public à l'heure actuelle? Est-ce que le premier ministre devrait faire une conférence de presse? Est-ce qu'il aurait dû avoir un débat d'urgence à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il devrait avoir une grande présentation du président de Nordvolt? Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les Québécois, à votre avis?
Ben, écoutez, moi, si aujourd'hui on rêve, disons que j'étais ministre de l'Énergie et de l'Économie, en ce moment, je parlerais avec Goldman Sachs et avec Volkswagen pour comprendre pourquoi que eux ont décidé de retirer leur bille, de ne pas en injecter davantage puis de limiter leurs pertes. Je parlerai aussi avec le syndic qui est chargé de refaire la structuration bancaire pour Nordvolt. Je veux savoir c'est quoi l'état des lieux, le vrai rythme. Parce que c'est le propre de chaque entrepreneur d'essayer d'embarquer un gouvernement, d'aller chercher de l'argent. Mais moi, ma job comme élu, mon travail, c'est de douter, de me poser des questions et de ne pas croire pour avérer quand quelqu'un veut avoir l'argent du public. Moi, comme gardienne des fonds des Québécois, là, je me dis, les impôts qu'on paye, avant d'investir en une entreprise étrangère, je vais m'assurer que ça soit bien fait. Deuxième temps, sachant que de toute façon, l'usine n'aura pas besoin d'énergie avant minimum 2028, il devrait dire, regardez, là, en ce moment, on va peut-être, s'ils ne veulent pas débloquer 354, moi je parlais à mon envie, M. Quentin, débloquez-moi 100 mégawatts pour les entreprises qui en ont besoin, les forges de Sorel, First Phosphate, mais aussi d'autres entreprises qu'on peut lire dans le Journal de Montréal qui sont sorties publiquement, qui, eux, sont fait refuser des blocs d'énergie. Au moins, ça sera un geste d'ouverture. Mais Madame Fréchette n'a pas un peu ouvert la porte à ce sujet-là la semaine dernière? Elle n'a pas dit là, que... Elle a dit que, elle a dit par la suite, mais les libéraux veulent déchirer l'entente. J'ai jamais dit que je veux déchirer l'entente. Moi, je dis libérer certains blocs et on va être prêt. Mais à ce stade-ci, elle ne veut pas le faire encore. Qu'elle l'annonce parce que je peux vous faire la liste de 10 entreprises qui, eux, en plus, veulent se décarboner. Monsieur Quentin, vous le savez, nos entreprises établies au Québec sont assujetties au marché de la bourse de la carbone. Donc, ça va leur coûter plus cher si elles ne se décarbonent pas. Elles vont perdre leur pouvoir de compétitivité sur le marché international. Merci beaucoup, Mme Risky. Merci à vous. À une prochaine. Marois Risky est porte-parole libérale en matière d'énergie. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Mais c'est tellement drôle parce que quand j'ai entendu la pièce que Richard me fait écouter juste avant qu'on entre en ondes, je me suis dit, Alexandra Diaz, elle va capoter. Elle est en amour avec son air fryer. 5, 6, 7, 8, je te chorégraphie ça. C'est extraordinaire, ce bijou. Félicitations. Tu avais fait un premier tome de livre de recettes qui s'appelait « L'amour est dans le air fryer ». Totalement. Et le deuxième, c'est le air fryer à petit prix. Exact. OK, on le sait, c'est difficile maintenant de bien manger parce qu'il y a eu de l'inflation. Les gens ont du mal à faire des bons paniers d'épicerie, d'être rentables. Qu'est-ce que tu as regardé pour pouvoir faire ce livre de recettes à petit prix? Qu'est-ce qui est pas cher présentement? Mais je te dirais que c'est quand même une tendance familiale depuis toujours. T'sais, c'est quelque chose que j'ai toujours cherché à démystifier, qu'on peut manger santé, délicieux, goûteux, gourmand, cochon, à bas prix avec des ingrédients de base et assez simple. Tu sais, moi, je suis pas du genre des huîtres à tous les soirs ou du saumon fumé ou des... Tu sais, on peut vraiment acheter du porc, par exemple, qui coûte moitié prix que la viande, généralement. Le tofu, mon grand ennemi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un 500 grammes, moins de 5 $. Du tofu, ben là, c'est ça. J'ai pris les choses en main parce que... qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un tofu, c'est comme de la farine, c'est un ingrédient. Si tu l'habilles pas, ça goûte rien. Exact. Donc, il y a des végétariens, tu sais, qui sont vraiment fans. Donc, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, mais je pense que je n'aurais jamais été conquise par le tofu qui est si peu cher, nutritif. Si c'était pas dans l'air fryer, puis j'en reviens toujours à cet instrument révolutionnaire. Tu le fais comment? Croustillant? Par exemple, tu peux le mariner avec, moi je le fais, mettons, avec de la sauce soya et de la lime, et tu peux le laisser tel quel dans l'air fryer. Et tout le côté un peu spongieux, qui n'a pas le squish du fromage à poutine, qui a le squish un peu moins sexy, devient complètement croustillant, devient quelque chose de vraiment intéressant à cause de cette texture-là, tout en préservant son fondant à l'intérieur. On peut le rouler dans de la panko, puis ça y est, tu peux soit le mettre en languette et le déposer sur une salade, ou le garder en grandes tranches pour te faire un super bon burger. Je ne peux pas croire que je te parle avec enchantement du tofu. Mais c'est je vois ça là, ici, Alexandra, le tofu katsu, ça a l'air absolument délicieux. Là. Et puis ça prend 3 secondes d'écart, tu sais, avec... une petite sauce. Tu sais, moi, je suis pas très de type sauce, mais c'est tellement facile de mettre un peu de miso dans de la mayonnaise, ajouter un peu d'huile de sésame. Donc, c'est vraiment, tu sais, le mariage de quelques épices, condiments qu'on va garder à la maison et des ingrédients de base. Je te disais en rentrant tantôt, quand on s'est retrouvés, Catherine, tu t'en vas chez Delou, tu vas te chercher une canne de thon. Ben oui, moi, les cannes de thon, je trouve ça assez plate. Et voilà.
Mais si tu as une belle pièce... Mais non, mais c'est ça l'affaire. Tout est une question de perspective. C'est que... Mais attends, raconte comment tu me l'as raconté, la canne de thon, parce que là, après qu'Alexandra Diaz est passée avec la canne de thon, je trouve ça moins plate. Non, mais pour vrai. Parce que, tu sais, si par exemple, tu achètes un beau filet de thon ou de saumon, ce qui est plus cher, tu vas pas le sacrifier pour l'apprêter dans un wrap dans ton air fryer. C'est sacrilège. Mais par exemple, une conserve de thon que tu roules dans du riz pré-cuit, que tu cuis à l'avance, parce que c'est à peu près la seule chose que l'air fryer ne fait pas, bouillir des pâtes et des grains. Donc ça, souvent, je les conserve en portions individuelles ou familiales dans le congélateur, parce que maintenant, même à 12 minutes de bouillage, c'est non un mercredi soir. Donc, je prends ma petite pochette de riz dans le congélateur, je la mets dans le air fryer, je la réchauffe juste pour la décongeler un peu, roule ça dans tes mains avec du thon, un œuf pour que ça colle. Après, tu peux rouler ta petite boulette sur des graines de sésame. Tu mets ça dans ton air fryer et tu as là une bouchée qu'on pourrait peut-être mettre en compétition avec un arancini de Stefano Falita. Puis ça vient de te coûter genre, tu sais, une conserve au dolo. Donc, moi, je suis vraiment champagne taste on a beer budget. Comment on traduirait ça? Boire du champagne avec un budget de buveur de bière. Aussi clairement que ça. Et ça, c'est une philosophie... C'est un buveur de bière qui parle. Mais ça, c'est une philosophie très... je sais pas si je le dois à ma mère. Ma mère me disait toujours, nous, les Chiliens, on cuisine comme des pauvres, des lentilles, des pois chiches. Mais tu sais, des pois chiches, moi, je veux dire, j'aime le hummus fait de pois chiches. C'est tout, là. Mais, tu sais, puis je veux dire, pour moi, c'est une insulte, un pois chiche dans une salade, pour moi, selon mes goûts. Mais un pois chiche qui est passé dans le air fryer avec juste un petit squish d'huile qui devient tellement croustifone qu'ensuite, tu mets dans une salade. Encore là, on est dans des recettes pas chères. Puis je vous dirais que c'est probablement un des livres que j'ai créé qui me tient le plus à cœur parce qu'il est vraiment venu de mon ADN. C'est familial, là. On cuisinait vraiment avec des choses pas chères. Puis c'était pas une insulte de dire on cuisine avec les moyens du bord, comme nos grands-mères, ce qui pour moi est un héritage, tu sais, qu'on doit vraiment garder. Puis aussi parce que c'est tough ces temps-ci, c'est difficile, puis il faut que chaque journée puisse devenir une solution quand vous ouvrez mon livre. Il faut que quelque part, tu sais, quand on arrive le soir, on ne soit pas découragé, on a été dans l'action au travail, puis là, le soir, qu'on ait un réel moment de détente. L'air fryer, c'est un aimant à ado, un aimant à grande personne, un aimant à inviter. C'est facile. OK, les chefs, ce n'est pas la même expérience. Tu sais, quand tu regardes les chefs qui cuisinent, moi aussi, je les regarde, je les admire. Mais là, moi, je suis dans une réalité de maman. Ben voilà. Monoparentale. Quand on vient du bureau, là... Avec des ados qui soupent après avoir soupé parce qu'ils ont encore faim. Mais c'est fascinant parce qu'il y a un volet au début du livre où tu parles de brunch. Oui. Puis c'est comme cet aspect-là, moi, que j'avais jamais imaginé avec l'air fryer. Moi, je réchauffe des sandwichs. J'utilise presque plus le micro-ondes. Je m'en sers vraiment beaucoup du air fryer. Mais faire des brunchs au air fryer, j'avais pas pensé à ça. Une petite danoise comme chez Ikea, que ma mère aimait tant que je lui achète après la longue file, mais maintenant dans les brioches à la cannelle, là? Oui, complètement. Les œufs aussi, tu fais beaucoup d'œufs. Non, mais moi, ça, les œufs, c'est vraiment ma base. Je pense, Philippe, que tu disais que toi, t'aimes beaucoup te lever le matin avec un air fryer, mais une chose que tu peux faire, et là, c'est un problème, parce que toi, tu n'as pas de grille. Non. Donc, si vous n'avez pas une grille amovible, vous n'avez pas de grille, vous perdez quand même plusieurs aspects vraiment efficaces de l'air fryer parce que dans tous ceux qui sont adhésifs, pas ceux qui ont une fenêtre qui s'ouvre comme un ancien petit four, l'avantage, c'est qu'on enlève la grille. Donc, moi, le matin, j'ai 2 tiroirs, par exemple. Je casse mes œufs miroirs dans le fond du tiroir de gauche, ajoute un petit fromage, un petit restant de fromage du week-end. Puis dans le tiroir de droite, mes 2 toasts. Je m'en vais faire mon brushing. Je reviens, ding, ding, c'est prêt. Tu fais tes toasts au air fryer? Oui. Tous mes pains. Elle fait tous ses pains. Il y a un volet pain dans le livre aussi. Sandwich. Exactement. Une focaccia. Une focaccia, là, on se casse pas le bessic, là, tu sais. Je veux dire, je suis pas chef, là. Je suis une fille dans le jus, là. Une pâte de pizza du commerce. Et là, je vais vous indiquer comment le faire avec ma petite touche personnelle parce qu'on veut une vie festive. Tu sais, c'est un peu ça, le but. On peut sortir du fun. Oui. Là, dans le moment, franchement, à la page 75, les pilons de poulet piri-piri et agrumes rôtis, je pense que ça va être la première chose que je vais essayer dans ton livre, Alexandra.
C'est vraiment, je pense que tu viens d'avoir Philippe. Tu sais, Philippe, Oui. tu l'as par l'estomac. J'espère J'ai appris ça dans la vie. En général, on a bien du monde. Il est conquis. Oui, voilà, tout à fait. Hey, bon succès avec ton Merci. livre. C'est un livre magnifique. Ça s'appelle L'Air Fryer à petit prix. 75 nouvelles recettes croustillantes. C'est aux éditions de l'Homme. Et c'est magnifique. Des belles photos aussi. Ça donne vraiment le goût de Parce qu'on mange courir avec cuisiner. les yeux. Ben C'est voilà. disponible dès demain. Puis j'en profite pour vous dire que je décolle demain au Salon du Livre de Saguenay, région chère à notre cœur à tous, jusqu'à dimanche. Donc, j'invite les gens à venir encourager tous les auteurs qui seront présents. Merci de votre Merci, invitation. Alexandra. C'est vraiment un beau livre de Ouais. recettes. Bon succès. Merci, Alexandra. Buenos días.